Je m'appelle Margaret Langlois et j'avais 54 ans quand c'est arrivé. Je vivais seule à la périphérie d'Ashfield, une petite ville de Nouvelle-Angleterre où les érables bordent le trottoir, les trottoirs fissurés et où l'air sent toujours faintement les aiguilles de pain et la lessive. Ma vie était calme, prévisible. Je l'aimais ainsi. Les matins commençaient par l'ouverture des volets, la préparation d'un café fort et le regard sur la brise qui tirait sur les draps séchant sur la corde. Cela faisait presque 6 ans que mon mari m'avait quittée pour une femme plus jeune, sa professeure de yoga de toutes les choses. Je n'étais pas amée, j'étais juste devenue plus silencieuse. Ce matin-là, l'air était lourd comme les instants avant un orage d'été. Je venais de sortir de la douche enveloppée dans ma vieille robe de chambre rose, celle avec le col en dentelle que j'avais achetée en solde à Boston il y a des années. Elle était usée, fine comme une seconde peau. Mes pieds ont foulé le carrelage frais alors que je buvais ma première gorgée de café. C'est là que je l'ai entendu. Toc, toc, toc. 3 petits coups doux et hésitants sur la porte d'entrée. J'ai froncé les sourcils. Personne ne se pointait chez moi sans prévenir. En resserrant la ceinture de ma robe de chambre, je me suis approchée de la fenêtre latérale. Un jeune homme se tenait sur mon perron, grand, mince, les cheveux bruns coupés et courts. Son visage m'était vaguement familier. C'était Jason, le fils du couple qui avait emménagé dans la maison d'en face quelques mois plus tôt. Ses parents parlent avec un léger accent du Sud. « Bonjour, Miss Lang », dit-il avec un sourire timide. « Désolé de vous déranger, je me suis accidentellement enfermée dehors. Mes parents sont dans ville. J'ai hésité. Ma robe de chambre clait à ma peau humide. Mes jambes étaient au nu jusqu'aux genoux, mais son regard n'était pas lubrique. Il était respectueux, calme, presque timide. « Eh bien, dis-je avec un sourire en coin, entre alors. Ne regarde pas en dessous du menton. » Il rit doucement, un rire facile et juvénile, et entra. Je lui ai versé une tasse de café dans une vieille mug ébréchée, celle que je ne laissais jamais aux invités. Drôle de chose, comme parfois quand on n'attend personne, on veut être le plus hospitalier. Il m'a raconté qu'il étudiait l'architecture à Chicago, mais qu'il passait l'été ici pour aider ses parents à réparer leur Porsche. « C'est calme ici », dit-il en s'appuyant sur la table. Je peux enfin réfléchir. Nous avons parlé de voyage, de la chaleur, des particularités de la vie en petite ville. Sa voix était douce et il n'avait pas peur du silence. Puis, pendant un de ces silences, où on n'entendait que le tic-tac de la vieille horloge de la cuisine, il m'a regardé et a dit « Vous êtes belle, Miss Langler. » J'ai figé non pas de choc, mais à cause de l'honnêteté de ses paroles. Il n'y avait ni flirt, ni performance, juste une vérité dite comme une respiration. « Tu es trop jeune pour dire ça, » dis-je en souriant maladroitement. Il secoua la tête. « Vous êtes la première femme que je regarde comme une personne, pas la mère de quelqu'un, pas une voisine, juste vous. » Mes doigts tremblaient. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tendu la main juste une seconde et j'ai posé légèrement ma main sur la sienne. Il n'a pas bougé et je n'ai pas retiré la mienne. « Je ne sais pas ce que c'est, » murmurai-je, « mais ça ne semble pas mauvais. » Il lâcha la tête. Ses yeux baissèrent, mes mains restèrent stables, nos mains restèrent proches. Nous n'avons pas beaucoup parlé après ça, mais le silence était plein. Quand il était finalement parti, il s'est arrêté à la porte et a dit « Merci de m'avoir vu. » Le lendemain matin, j'ai traîné plus longtemps que d'habitude pour choisir une robe. Pas pour lui, pour moi. Un léger gloss corail sur les lèvres, un peu de blush sur les joues. Je ne me sentais plus comme une ombre, je me sentais comme une femme. Mais je ne savais pas, alors pas encore que ce moment calme, cette rencontre chaleureuse n'était que le début, que d'ici la fin de la semaine, il apporterait des fleurs, il dirait des mots que je n'avais pas entendus depuis des décennies. Et moi, je me retrouverais au bord d'une ligne que je n'avais jamais osé franchir, pas avant maintenant. C'était samedi. Le soleil se déversait sur les toits comme un sirop chaud et la ville d'Ashfield se déplaçait au ralenti. Les tondeuses à gazon bourdonnaient au loin. Les arroseurs dansaient en arc paresseux au-dessus des pelouses bien entretenues.
Je portais une robe béton en coton crème imprimée de petites fleuvifleurs bleues sauvages. Elle me serrait à la taille, glissait doucement sur une épaule, mais restait modeste, restait moi. Mes vieilles cheveux étaient torsadés en un chignon lâche. Autour de mon cou, une fine chaîne en or avec un pendentif en ombre en forme de larme. Un cadeau que je m'étais offert autrefois, pas pour quelqu'un d'autre, juste parce que je voulais me souvenir de ce que ça faisait de désirer quelque chose. Cet après-midi-là, je suis sortie pieds nus pour arroser les fleurs. Mon jardin rose pétunia, lavande dans des bacs et un jasmin obstiné grimpant le long du portail latéral était vivant de couleurs et de parfums. Ça sentait quelque chose qui était sur le point de commencer. Puis j'ai entendu sa voix. « Bon après-midi, Miss Langlais. » Je me suis retournée. Jason se tenait près du portail, tenant un bouquet, des pazettes sauvages et quelques iris violets attachés lâchement avec de la ficelle. « Pour vous, dit-il, les yeux légèrement baissés. Pour hier, quelque chose en moi s'est agité. J'ai ouvert le portail et alors que je tendais la main pour prendre le bouquet, nos doigts se sont effleurés. Sa peau était chaude. Les fleurs tremblaient dans sa main, ou peut-être que c'était ma main qui tremblait. « Entre, dis-je un peu trop vite. J'ai de la compote de cerises. »« Tu en veux? » Il sourit, hacha la tête. Nous nous sommes installés à l'arrière sur le porche grillagé, le ventilateur de plafond bourdonnant au-dessus de nous, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux de dentelle. Il regarda la lumière danser sur les lattes du plancher, puis me jeta un coup d'œil. « Vous êtes belle pieds nus, dit-il. Je laissai échapper un petit rire. « C'est ton truc maintenant? Complimenter la voisine de ta mère? » Il ne rit pas. « Non, dit-il doucement. C'est juste que je pense à vous plus que je ne le devrais. » Les mots se sont posés entre nous comme de la poussière dans une pièce immobile. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi, celle façonnée par l'âge, les règles, la prudence, voulait détourner la conversation en rire, mais une autre partie, plus silencieuse et bien plus dangereuse, ne voulait pas que ça s'arrête. Je me suis penchée vers lui juste un peu. Ça fait longtemps que quelqu'un ne m'a pas remarqué, avouai-je. « Tu m'as prise au dépourvu. » Il m'a regardé un long moment. « Je ne joue pas, dit-il. Je ne veux pas vous faire peur. Je veux juste être près de vous. » J'ai tendu la main, mais bouche les doigts effleurant son poignet. Il n'a pas sourcillé. Il est resté très immobile comme si même une respiration pourrait briser le moment. Puis je me suis levée. Il restait assis à me regarder. 1 minute plus tard, je suis revenue vêtue d'une robe noire décolletée haute, knotte, boutonnée dans le dos. Une broche ancienne encamée argentée au col. Élégante, presque sévère, mais je savais ce qu'elle faisait à la forme de mes hanches. Et il comprit. Je me suis rassise en face de lui. « Dis-moi, Filge, où te vois-tu dans 10 ans? » Il parla de construire des maisons solides, durables, pleines de lumière, de concevoir des foyers qui faisaient sentir les gens en sécurité, connus et doucement de matin avec quelqu'un à côté de lui, buvant du café, partageant le silence. Ses paroles étaient honnêtes, un peu maladroites mais pleines de quelque chose de vrai. À un moment donné, sa main effleura mon genou. Un bref contact accidentel peut-être, mais je l'ai senti longtemps après qu'il fût passé. Quand il est parti, j'ai fermé le portail derrière lui et je suis restée là un long moment. Le front appuyé contre le bois. Ma main se souvenait encore de la chaleur de la sienne. La vague de chaleur persistait. C'était le genre d'été où même l'air semblait somnolent, où les ombres s'allongeaient longtemps avant le soir. Ce matin-là, j'ai décidé de vider la vieille commode dans ce qui était autrefois le bureau de mon père. Il était décédé il y a des années, mais je n'avais jamais complètement vidé l'espace. Les tiroirs contenaient encore des traces de sa vie, des flacons d'eau de Cologne, des cartes postales de voyage oubliées depuis longtemps, des boîtes en velours remplies de boutons et de rubans décolorés. Tout au fond, je l'ai trouvé. Un chemisier en soie couleur indigo, profond, col haut, manches bordées de dentelle. Je ne l'avais pas porté depuis au moins 10 ans. Quand je l'ai tenu contre ma poitrine, le tissu était frais, mais quelque chose en moi s'est réchauffé. Je ne savais pas pourquoi, mais je savais que je devais le porter. Je l'ai associé à une jupe crayon fine et sombre qui arrivait juste en dessous des genoux et à des ballerines noires simples.
Mes cheveux, je les ai laissés détachés. Laisser le vent faire que ce qu'il voulait. Laisser quelqu'un me voir comme une femme, pas seulement la dame de la maison sur Maple Street. En fin d'après-midi, je suis sortie faire des courses. Lait, pain, rien de spécial. Mais je marchais un peu plus lentement, consciente de la façon dont ma jupe bougeait contre mes cuisses, de la façon dont la soipée attrapait la brise. C'est là que je l'ai entendu. Cette couleur vous va à merveille, dit Jason derrière le stand de glace. Il tenait 2 cornets, dont un tendu vers moi. Cerise et chocolat noir, dit-il. J'espère avoir deviné juste. J'ai souri. Je ne lui avais jamais dit ma saveur préférée, mais il avait raison. Nous nous sommes assis sur le vieux banc sous le grand orme près de la pharmacie. Sa peinture écaillée, son charme éternel. L'ombre était fraîche et nous avons mangé en silence un moment, la glace fondant plus vite que nous ne pouvions la manger. Puis il m'a regardé. « Je peux vous demander quelque chose? » Sa voix était calme mais ferme. « Pourquoi vivez-vous comme si vous aviez peur de prendre de la place? » J'ai cligné des yeux. « Comment ça? Vous faites tout correctement, tout propre, chaque parole prudente. » Mais c'est comme s'il hésita, comme si vous aviez peur de réveiller quelqu'un. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Au lieu de ça, j'ai léché une goutte de cerise sur mon doigt et j'ai dit légèrement « Tu es en train de faire la leçon à ta voisine qui a 2 fois ton âge. » Il sourit, mais ses yeux ne se détournèrent pas. « Tes yeux ne sont pas. Je parle à une femme à qui je ne peux pas arrêter de penser. » Je me suis levée, non pas parce que je voulais partir, mais parce que soudain, je ne me faisais pas confiance pour rester immobile. Il s'est levé aussi, mais aucun de nous n'a parlé. Quand je suis rentrée chez moi, je portais toujours le chemisier indigo, celui qu'il avait qualifié de cinématographique. Je me suis tenue devant le miroir, les doigts posés sur le bouton du haut. Un par un, je les ai défaits, pas pour me déshabiller, pour me dévoiler. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Le vent murmurait à travers les arbres comme des femmes bavardant sur une balançoire de Porsche. Je n'arrêtais pas de me souvenir de la façon dont il m'avait regardée. Pas comme un fantasme, pas comme un gamin, mais comme un homme qui avait pris sa décision. Et étrangement, je n'avais pas froid, même seul. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux transparents, projetant des motifs dorés sur le plancher de bois franc. Je me tenais près de la fenêtre dans une robe bleu pâle à boutons en colure bateau, tissu léger comme un souffle. En dessous, à peine visible, des bosses tracées de douces coutures le long de mes cuisses comme dessinées au crayon. J'ai bordé mes lèvres d'une teinte vineuse douce juste au-delà du bord naturel, comme je le faisais dans ma trentaine. Cela semblait trop pour un jour ordinaire, mais je m'en fichais. Puis le téléphone a sonné. Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose de différent dedans. Une vibration, une attirance. « J'ai fini le croquis, dit Jason, la maison dont je t'ai parlé. Tu veux le voir? » J'ai marqué une pause d'une seule respiration. « Passe, mais je te préviens, il y a une tarte au four. Tu ne repartiras peut-être pas santé. » Il rit doucement. C'était mon plan depuis le début. Il est arrivé 1 heure plus tard. Un vieux sac à dos en bandoulière et une bouteille de vin blanc bon marché à la main. Le genre qu'on n'achète pas pour impressionner, juste pour partager. Je marchais pieds nus sur le carrelage de la cuisine, la tarte refroidissant sur le comptoir, les cheveux lâchement tirés hors de mon visage. Il m'a regardé comme si j'étais une scène qu'il essayait de dessiner depuis des jours. « Tu n'es pas architecte, » dis-je en feuillant le croquis. « Tu es un conteur. Tu utilises juste des fenêtres au lieu de mots. » Il sourit, s'approcha, sa main planie derrière le dossier de ma chaise, ne touchant pas, juste assez près pour que l'air change. Je l'ai senti frissonner le long de ma colonne vertébrale, des frissons. « Je peux? » demanda-t-il doucement. Puis ses bouts de doigts effleurant ma joue, chaud, doux, intentionnel. « Ne te précipite pas, murmurai-je. C'est dangereux. » « Je ne me précipite pas, dit-il. Je vis. Je me suis levée brusquement, non par peur, mais pour calmer le tremblement dans mes genoux. Et je suis allée à la cuisine. Il m'a suivi lentement, comme s'il savait que les murs écoutaient. J'ai posé la tarte sur la table. Il se tenait derrière moi. Il ne me touchait pas, mais je le sentais, son souffle aussi proche que la peau. « As-tu déjà regardé quelqu'un ?» demanda Thomas, et n'ai rien voulu de plus que d'être près d'elle, même s'il ne se passait rien.
Juste maintenant, dis-je. Je me suis retournée pour lui faire face. Nos fronts se touchaient presque. Ses yeux n'étaient pas puérils. Ils contenaient quelque chose de plus profond, quelque chose entre quoi je pouvais soit m'éloigner, soit tomber. Juste à ce moment-là, la porte d'entrée a sonné. Nous avons sursauté comme des enfants coupables. À la porte se tenait sa mère tenant un panier de M10 et de courgettes. Elle rit. J'espère que je ne dérange pas. Jason a attrapé son sac à dos, a marmonné quelque chose et l'a suivi dehors sans même croiser mon regard. Je suis restée seule dans l'embrasure de la porte, les mains pressées contre ma poitrine, sentant l'air encore vibrer de l'endroit où il se tenait. Sur la table reposait son croquis, une maison à 2 étages avec de grandes fenêtres ouvertes, un porche chaleureux et écrit à la main en bas, là où sa lumière atteint. L'orage est arrivé soudainement, comme les orages d'été le font souvent en Nouvelle-Angleterre, comme si le ciel avait enfin abandonné l'idée de rester ensemble. Pendant des jours, les nuages avaient été bas et gonflés. Maintenant, la pluie tombait à flots, trempant la ville d'Ashield, martelant les toits et les vitres. À l'intérieur de ma maison, c'était calme. Je me suis assise près de la fenêtre, enveloppée dans un pull surdimensionné, couleur crème-miel. En dessous, une combinaison en soie noire, quelque chose que je n'avais pas porté depuis des années, rangé comme un souvenir. Mes pierres recroquevillaient sous une couverture en laine. Des livres traînaient sur le sol. L'odeur de cannelle et de silence remplissait l'air. Jason n'a pas appelé, n'a pas envoyé de message, n'a pas frappé. 3 jours ont passé, puis 4, une semaine. Je me suis dit que c'était ce que cela devait être. Juste une chose passagère, un moment de chaleur dans lequel nous sommes entrés puis sortis comme le soleil sur votre dos avant que l'ombre ne revienne. Mais mon cœur ne croyait pas cela. Il battait dans le silence dans la tente, puis juste après 21 heures le jour, un coup a retenti à la porte. Je me suis levée lentement. Je n'ai pas couru. Je savais déjà que ce n'était pas lui. C'était sa mère. Elle se tenait sur le porche humide de la pluie, les cheveux épinglés en un chignon lâche, tenant un sac en papier et une expression qui m'a coupé le souffle. « Je suis désolée, dit-elle. On peut? » Je l'ai conduite à la cuisine où la bouilloire était encore chaude. Elle n'a pas parlé pendant un long moment. Elle est restée assise là à passer ses doigts sur la frange d'une serviette en tissu. Puis doucement, il est parti. J'ai cligné des yeux. Quoi? Il a reçu un appel. Une opportunité de dernière minute, un stage à Denver, une de ces firmes qui ne prend qu'un seul étudiant par an. Il a fait ses valises vite, n'a même pas pris toutes ses affaires. Je me suis assise. Il n'a pas dit au revoir. Elle a hésité. Il a dit que s'il te voyait, il ne partirait pas, et s'il ne partait pas, il en voudrait au monde pour ça. Mais surtout, il avait peur de ne plus jamais quitter ton pas de porte. J'ai essayé de rire, mais ça m'est resté dans la gorge. Ce n'est pas un garçon, murmurai-je. Non, dit-elle, ce n'en est pas un, mais il n'a jamais ressenti quelque chose d'aussi vrai avant. Je l'ai vu en lui. Elle s'est levée, a fouillé dans son sac et a posé une fine enveloppe blanche sur le comptoir. Il m'a demandé de te donner ça. Puis elle est partie. La porte s'est fermée. J'étais à nouveau seule. L'enveloppe tremblait dans mes mains. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur, un seul croquis, une femme en chemise longue, pieds nus face à la lumière. En dessous, je reviendrai si tu laisses la lumière allumée. Ne m'éteins pas. Je n'ai pas pleuré. Je suis allée au salon, j'ai pris la petite lampe et je l'ai allumée. Elle ne s'est plus éteinte. 2 mois ont passé. La lampe brillait toujours. Parfois la nuit, je la regardais comme un petit phare. Septembre est arrivé, l'air est devenu frais, les feuilles sont devenues dorées, mes jours étaient ordinaires, mais quelque chose en moi change, n'attendait plus, je devenais. Puis un vendredi soir, 3 coups à la porte, ni pressé ni timide, j'ai ouvert. Il était là. Jason bronzé, fatigué, plus âgé, le regard plus clair. Il n'a rien dit, moi non plus. J'ai reculé d'un pas. La porte est restée ouverte. Il est entré. Je ne savais pas si la lumière serait encore allumée, dit-il. Elle ne s'est jamais éteinte, répondis-je.
J'ai enlevé une feuille de son épaule. Il a pris ma main fragile et courageuse. J'ai pensé à toi tous les jours. Moi aussi, mais je ne voulais pas que tu restes à cause de moi. Il a secoué la tête. Je suis partie pour construire quelque chose. Je suis revenue parce que j'avais déjà un foyer, son front contre le mien. Silence, puis j'ai fait du thé et il reste de la tarte froide. Parfait. J'aime les choses après qu'elles ont eu le temps de se poser. Nous nous sommes assis sur le porche. La lampe brillait derrière la fenêtre. On n'a pas beaucoup parlé. Tu sais, dit-il, je n'ai jamais aimé les maisons modernes. Trop carrées, trop propres. Pas d'âme. Quel genre aimes-tu? Il s'est tourné vers moi, les yeux doux, le genre où la lumière est toujours allumée. Et à côté de lui, dans le silence du crépuscule, avec des miettes de tarte et l'odeur du jasmin, j'ai souri non pas parce que quelque chose avait enfin eu lieu, mais parce que quelque chose de vrai était enfin resté. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un commentaire. Monsieur.